Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. À la une de cette édition, premier anniversaire du coup d'État au Niger, célébré hier à Niamey. La marche vers la souveraineté est inexorable, ce sont les mots d'Abdourahmane Tiani. Appelé plus tôt dans la semaine par Paris à libérer le président Bazoum, le général s'y refuse. À la une également, la vigilance en Guinée face au risque d'inondation dans la région de Koya, à environ 50 km de Conakry. Les autorités jouent la carte de la prévention. Objectif, éviter à tout prix le scénario de l'année passée. Des victimes civiles étaient à déplorer. Et puis plus léger, nous vous emmènerons aussi dans le journal en République démocratique du Congo. Coup de projecteur ce soir sur la Liputa Fashion Week de Goma. Un temps suspendu alors que la guerre sévit toujours dans cette province du Nord Kivu. Reportage à suivre. Il y a un an, les militaires prenaient le pouvoir par la force à Niamey, au Niger. Des milliers de personnes ont célébré hier l'anniversaire de ce coup d'État, arrivés à pied ou à bord de bus mis à leur disposition. Les participants se sont réunis au stade Seyni Kounché. La marche vers la souveraineté est inexorable, assure le général Tiani. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions du côté de la foule. Deux choses dérangent, la faim et les terroristes. Que Tiani appelle les commerçants à la raison pour qu'ils baissent les prix des denrées alimentaires. Toutes les difficultés de ce pays sont presque résolues, puisque les bases militaires étrangères ont été chassées du pays et bientôt tout rentrera dans l'ordre. Et depuis le coup d'État de juillet 2023, les relations entre Niamey et Porto Novo se sont tendues. La frontière entre les deux pays est toujours fermée. Ces derniers mois, des groupes rebelles hostiles au régime du général Tiani ont visé le pipeline qui achemine le brut nigérien vers le port béninois de Sémé. Reportage. Cette mare est une fuite de pétrole apparue près de Tesker, dans l'est du Niger, en juin dernier. Les rebelles du Front de libération patriotique ont revendiqué l'attaque du pipeline permettant d'exporter le brut nigérien via le port de Sémé au Bénin. Le groupe réclame la libération de Mohamed Bazoum, renversé en juillet 2023. Il a multiplié ces derniers mois au Niger des actions violentes contre des militaires, mais aussi des infrastructures. Une pression sécuritaire de plus sur les habitants de la région. Les jours qui ont suivi l'attaque, on avait peur. Mais maintenant, avec le pouvoir militaire, les sites ont été sécurisés et du renfort a été déployé sur les axes de la région où sont situées les infrastructures pétrolières. Depuis, le tronçon du pipeline endommagé a également été réparé, mais l'inquiétude demeure. Le groupe rebelle menace de saboter cette route qui relie Zinder à Jaouro, proche de la raffinerie où arrive une partie du pétrole nigérien. La plupart des habitants de Zinder craignent que des conflits autour du pouvoir politique et des ressources du sous-sol nigérien ne plongent le pays dans une spirale de violence. Je suis très mécontent du sabotage du pipeline et j'espère que cela ne se reproduira pas. Nous prions Dieu pour qu'il n'y ait plus d'actes de ce genre, car cela retarde le développement du pays. En plus de cette menace sécuritaire, les exportations de pétrole brut nigérien restent suspendues à cause de la crise diplomatique entre Niamey et Porto Novo. Avant la brouille, c'est 90 000 barils par jour qui devaient atteindre le marché international via le Bénin. Un blocage supplémentaire pour une économie nigérienne déjà fragilisée. On assiste aujourd'hui à l'inflation galopante. On assiste à des retards d'exportation des matières premières à cause de la fermeture des frontières. On assiste également à une crise de liquidité et une détérioration du portefeuille du secteur bancaire au Niger et même plus globalement dans tous les États sahéliens. De son côté, l'État nigérien affirme avoir déjà obtenu une avance de 400 millions de dollars sur ses futures recettes pétrolières. Un financement octroyé par la société chinoise responsable de l'exploitation du pipeline. Évoqué justement dans ce sujet, le sort de Mohamed Bazoum inquiète. Le président déchu est toujours retenu dans sa résidence, tout comme son épouse. Ce mardi, Paris appelait à sa libération inconditionnelle et immédiate. Mais l'actuel régime s'y refuse. Sachez également que la directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et centrale a plaidé pour sa remise en liberté.
Partons à présent pour le nord du Mali, où l'armée malienne et ses alliés russes ont livré combat ce samedi. Ils ont fait face à des groupes rebelles séparatistes. Des affrontements d'une ampleur inédite opposent les deux camps depuis 3 jours maintenant dans la localité de Tinzaouaten, près de la frontière avec l'Algérie. Plus de détails tout de suite avec Serge Daniel. En 72 heures, au moins 3 affrontements entre les belligérants. Dans un communiqué, l'armée malienne a affirmé avoir perdu 2 hommes lors de ces combats, 10 blessés et 2 blindés ainsi que des pick-up détruits. Côté ennemi, toujours selon l'armée malienne, il y aurait eu une vingtaine de morts et une saisie importante de quantité de munitions. Côté rébellion, cette fois-ci, le bilan est tout autre. Les rebelles qui paradent sur des véhicules, des équipements militaires censés être ceux du groupe paramilitaire Wagner et de l'armée malienne affirment avoir infligé des pertes lourdes à l'ennemi, notamment des dizaines de combattants russes et de l'armée malienne qui auraient été tués. Aucune information indépendante, aucune source indépendante ne vient confirmer ces versions de l'une ou de l'autre partie. Un peu plus de 9 mois après la prise de la ville de Kidal par l'armée malienne, appuyée par le groupe paramilitaire Wagner, on assiste au premier combat d'envergure dans la région entre les deux belligérants, ce qui prouve que la sécurité dans cette région qui a une frontière avec l'Algérie est très loin d'être assurée. Au Soudan, au moins 22 personnes ont perdu la vie ce samedi à El Fasher, c'est dans la région du Darfour. On compte aussi au moins 17 blessés, des tirs d'artillerie et des obus ont visé un marché à Bestiaux. Plusieurs témoins pointent du doigt les paramilitaires des forces de soutien rapide. Ce sont ces mêmes unités qui assiègent la ville depuis des semaines maintenant, piégeant des centaines de milliers de civils. Les autorités guinéennes en alerte maximale. Le risque d'inondation est élevé dans la région de Koya. C'est à environ 50 km de Conakry. Face à la menace, des agents sont alors déployés sur le terrain pour sensibiliser les populations. Lance Touré, le directeur général de l'Agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, il répondait aux questions de Malik Diakité. C'est un site qui a été inondé l'année dernière à un périmètre de plus d'1 kilomètre de diamètre. Donc, qui a été inondé où ça a impacté plus de 3000 personnes qu'on a eu à évacuer l'année dernière et avec 400 personnes qui étaient dans des situations de prise en charge de façon urgente. Cette année, pour éviter les mêmes dégâts que l'année dernière, nous avons sensibilisé la population pour qu'ils puissent connaître les méfaits et les conséquences de l'inondation. Et ensuite, nous les avons préparés à intervenir elles-mêmes pour les premières interventions avant l'arrivée des secouristes. Allez, plus léger maintenant, parlons mode. Il y a les célèbres Fashion Week de Lagos ou Dakar et il y a l'Iputa Fashion Week de Goma en République démocratique du Congo. Des stylistes et des artistes se réunissent dans la capitale du Nord Kivu pour promouvoir la mode locale. Un temps suspendu alors que la guerre sévit toujours dans la région. Reportage signé Aurélie Bazaraki-Bangoula et Glody Mourabazi pour France 24. Le temps semble suspendu dans cet hôtel de Goma qui accueille un défilé haute couture. Sur le podium, des créations 100% africaines. Une dizaine de stylistes a répondu présent pour la Liputa Fashion Week. Dans le public, des centaines de passionnés de mode profitent d'un moment de joie en ces temps de guerre dans l'est du pays. Je me devais être présent à cette activité pour un moment changer un peu d'air, changer un peu d'idées. Pour la 10e édition de cette Fashion Week à Goma, son organisateur a tout de même voulu mettre la mode au service de la paix. Il a appelé le public à se vêtir de blanc et de pagne pour rappeler que la province du Nord Kivu est en proie aux violences des groupes armés depuis plus de 30 ans. Passer ces messages, montrer que nous restons résilients, nous voulons la paix et voilà, c'est notre moyen de le dire. Parce que nous ne sommes pas politiques ou militaires, alors voilà, on a voulu les dire de notre façon. C'est pour cette raison que Karen et Maggie, 2 stylistes de Goma, ont participé à cette semaine de la mode. C'est ici, dans le salon de la maison familiale, qu'elles ont confectionné leur collection Tumaini, qui signifie espoir en swahili,
Armées de leur créativité, elles ont mis au point 15 pièces avec un matériel inattendu, la bâche, symbole selon elles des près de 3 millions de déplacés de guerre du Nord Kivu. Donc, ces vêtements sont des vêtements de protection et ces vêtements sont transformables. Proposer un vêtement aux déplacés, c'est encore mieux que leur donner un vêtement usé qui ne va pas leur convenir. Bon, mais parce qu'ils sont dans une situation où ils sont obligés d'accepter tout. La Liputa Fashion Week, c'est aussi un moyen pour ces jeunes talents de se faire connaître, dans l'espoir de devenir un jour les ambassadeurs de la mode gomatracienne. Après la mode et le plaisir des yeux, celui des papilles. La cuisine africaine a de plus en plus la cote. Tout un écosystème se développe autour des saveurs du continent. Restaurants, food trucks, ateliers de cuisine. Et c'est une opportunité, vous allez le voir, pour les commerces. Aurélie Couman, Almani Sané. Des rayons pleins à craquer de bananes plantains, patates douces et épices en tout genre. Et comme à chaque fin de mois, Safi, une habituée des lieux, vient faire le plein. Dans le panier de la Congolaise d'origine, des produits venus tout droit du continent et surtout ses épices préférées. Et pour moi, c'était important, en étant hors du continent, de pouvoir retrouver ces saveurs-là, ce goût-là de mon enfance, de là d'où je viens, et retrouver ça dans une épicerie fine, les mêmes goûts, les mêmes saveurs, c'est une fierté. Une fierté pour Aïssatou. En 2023, elle est frustrée par le manque de produits africains de qualité à Paris. En réponse, elle se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Pari réussi, son épicerie vient d'être élue meilleur commerce indépendant d'Île-de-France. Grâce à une 50aine de fournisseurs en Afrique de l'Ouest et centrale, Aïssatou arrive à dénicher les épices les plus rares. C'est vraiment les épices du quotidien, curry, curcuma, gingembre, ail. Et après, c'est des épices qui sont un petit peu moins démocratisées, comme le poivre de Penja, qui est du Cameroun, qui est l'un des meilleurs poivres du monde. Merci, à bientôt. Et dans cette école de cuisine, Chef Anto initie ses élèves du jour à un plat typique ouest-africain, le mafé. Et pour lui donner un goût unique, la chef a son petit secret, le netetou. C'est une épice vraiment incroyable, bluffante, parce que ce sont des graines qui sont fermentées, mais qui donnent un goût de parmesan. Et donc c'est l'occasion, justement, durant ces cours-là, de faire découvrir aux clients. Des clients conquis qui comptent bien reproduire cette recette chez eux. 19h, heure de service au restaurant Tukibuki. Lies, le chef cuisinier, découpe les bananes pour la loco. Ça c'est la fausse muscade ou le PV. Ça c'est la graine de la paix ou la jujube. Le restaurant mise sur des plats épicés pour attirer une nouvelle clientèle. On aime utiliser les épices là où on ne les attend pas, parce que des épices, c'est une passerelle qui est parfois plus facile à prendre pour un public non initié. Pour son premier dîner, cette entrepreneuse semble ravie. Je savais que j'allais pas être déçue et que surtout j'allais pouvoir déguster des plats revisités avec un très bel esthétisme, avec des saveurs vraiment recherchées. Épicés et innovants, les plats africains continuent d'attirer une clientèle à la recherche de nouveautés. UNESCO ajoute 2 sites Nelson Mandela au patrimoine mondial. Le premier lieu fait référence à un bien sombre épisode de l'histoire de l'Afrique du Sud, le massacre de Sharpeville en 1960. Ce jour-là, la police tue 69 manifestants noirs, dont des enfants. Pour le second site ajouté à la liste, il s'agit du village où Nelson Mandela a passé une partie de sa jeunesse. Son activisme politique est alors né sur ces terres. C'est ce qu'il expliquait dans son autobiographie « Un long chemin vers la liberté ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur le continent africain. Restez avec nous sur France 24. C'est Marion Godin qui a le plaisir de vous retrouver pour l'essentiel.